Pascal Obispo, la voix calme d'un homme longtemps resté dans l'ombre, a choisi aujourd'hui de parler. À 60 ans, il ne veut plus se taire. Pendant des années, il a gardé le silence sur ce qu'il appelle une trahison déguisée, sur l'injustice qu'il a subie dans l'entourage du rocker le plus adulé de France. Je ne parle qu'avec des gens positifs, dit-il, comme pour tracer une frontière nette entre lui et ceux qui ont transformé son amitié avec Johnny en champ de ruines. Et au cœur de ce conflit, un nom revient, celui de Laetitia Hallyday, la pseudo-compagne, selon ces mots symboles d'un système d'emprise qui a tout défiguré. C'est pas la première fois qu'un proche de Johnny évoque la douleur d'avoir été écarté, mais chez Obispo, il y a quelque chose de différent. Une sincérité désarmante, une colère froide, mûrie au fil du temps. L'homme qui a composé certains des plus grands titres du rocker, celui qui l'a accompagné dans les studios, qui a partagé ses doutes et ses silences, se dit aujourd'hui trahi, non par Johnny, mais par ceux qui ont réécrit leur histoire. On m'a effacé sans un mot, confie-t-il. Ces mots sonnent comme une confession, mais aussi comme une revanche. Quand il parle de l'autre camp, il ne s'agit pas seulement d'un clan médiatique ou familial, c'est une métaphore d'un monde qu'il ne reconnaît plus, celui où la loyauté n'a plus de valeur. Obispo revendique son appartenance à l'autre côté, celui de la vérité, de la lumière, et dans cette lumière, il place David et Laura Hallyday, les enfants de Johnny, qu'il décrit comme les véritables gardiens de son héritage moral. Les déclarations de Pascal ne sont pas des coups de tête, mais le fruit d'une longue rumination. Derrière chaque mot, il y a des années de silence, de frustration, de fidélité blessée. Il ne cherche pas la polémique, il cherche la justice. Et ce qu'il raconte dépasse le simple cadre d'un conflit familial. C'est le récit d'une amitié détruite par la manipulation, d'un artiste qui a vu son idole, son frère, devenir prisonnier de son propre entourage. Aujourd'hui, il parle sans gants ni filtre pour remettre les pendules à l'heure. Car selon lui, Johnny n'était plus le maître de son destin dans ses derniers jours. Et si Pascal brise le silence maintenant, c'est parce qu'il estime que la vérité ne peut plus attendre. Il est temps que la lumière soit faite, dit-il d'une voix où résonne à la fois la tristesse et la dignité. Une phrase simple, mais lourde de sens. Elle ouvre la porte d'un récit où loyauté et trahison s'affrontent, où l'art se mêle à la douleur humaine. Tout commence à la fin des années 90, à une époque où Johnny Hallyday cherche à se réinventer. Sa carrière, immense mais vacillante, a besoin d'un nouveau souffle. C'est alors qu'un nom surgit, presque comme une évidence, Pascal Obispo. Le compositeur est déjà respecté, adulé même, pour son instinct mélodique et sa sensibilité à fleur de peau. Quand le téléphone sonne et que Johnny lui propose une collaboration, Pascal comprend immédiatement que sa vie va basculer. Ce ne sera pas une simple chanson, mais un album entier. Et pas n'importe lequel, ce que je sais, sorti en 1998, un disque qui changera à jamais la trajectoire des deux hommes. Ce projet devient rapidement une fusion de deux univers, le feu et la rigueur, la démesure et la sincérité. Ensemble, ils créent Allumèrent le feu, un hymne intemporel, crié par des foules entières dans les stades de France. La chanson explose, brûle, vit encore 25 ans plus tard. Ce n'est pas seulement un succès commercial, c'est un lien de fraternité scellé dans la musique. Johnny et Pascal deviennent indissociables, liés par un respect mutuel qui dépasse les projecteurs. Le rocker reconnaît chez Obispo quelque chose que peu d'artistes ont, le courage de lui tenir tête. « Il ne faut pas me dire oui à tout », répétait Johnny. Pascal, lui, avait compris la leçon avant même qu'elle soit formulée. Leur amitié se forge dans la vérité et l'attention. Johnny testait toujours ceux qu'il aimait, poussant leurs limites jusqu'à la rupture. Une nuit, en studio. Alors que l'ambiance devient électrique, Johnny chante sans passion, presque distrait. Pascal ose l'interrompre. « Ce n'est pas toi, Johnny, pas comme ça. » Le silence tombe. Personne ne parle ainsi au taulier, mais Johnny, lui, sourit. Il sait qu'il vient de trouver un égal, pas un suiveur. À partir de là, tout change. Leur collaboration devient une joute créative, parfois rude, toujours sincère. Le respect est né du choc, pas de la flatterie, mais cette intensité n'était pas seulement musicale. Johnny voyait en Pascal un refuge, un rare compagnon avec qui il pouvait être lui-même, sans le vacarme des courtisans.
Avec toi, je peux respirer, lui confie Théil un soir. Derrière la légende du rocker flamboyant se cachait un homme usé par la solitude. Dans la vie, on est toujours seul, dit Johnny un jour à Pascal, une phrase simple, mais d'une tristesse infinie. C'est dans ces moments suspendus que leur lien s'est cimenté, pas seulement entre un chanteur et un compositeur, mais entre deux âmes blessées cherchant un sens dans le tumulte. Mais rien n'est éternel, surtout dans l'univers impitoyable du show business. Après les années d'or, le lien entre Johnny et Pascal commence à se fissurer, sans bruit d'abord, puis avec une froideur qui glace, Obispo sent le vent tourner. Les appels se font plus rares, les projets s'évaporent, les invitations disparaissent, et pourtant, il n'y a pas eu de dispute, pas de désaccord artistique, aucune rupture visible. Juste une distance progressive orchestrée dans l'ombre, on m'a rayé de la carte, dira Théil plus tard, sans amertume mais avec une douleur évidente. C'était pas Johnny qui l'avait trahi, c'était ce qu'il appelait l'entourage. Ce cercle hermétique qui décidait qui pouvait approcher le rocker, qui filtrait les appels, les messages, les confidences. Autour de Johnny, le bruit médiatique devenait mur. Un mur construit pierre après pierre par des mains invisibles. Pascal, lui, restait derrière, impuissant. L'homme qui avait offert à Johnny l'un de ses hymnes les plus puissants était soudain considéré comme un intrus, une ironie cruelle pour celui qui l'avait aidé à rallumer la flamme. Plus il tentait de comprendre, plus l'opacité s'épaississait. Les réponses qu'il obtenait quand il en obtenait semblaient venir d'une autre voix, d'un autre Johnny. Je ne savais plus si c'était vraiment lui qui me répondait, confiera Théil. Derrière ces mots, une accusation implicite, on contrôlait son ami, on décidait de ce qu'il devait penser, dire ou ressentir. C'est à ce moment-là que Pascal commence à parler de gouroutisation, un mot rare, presque religieux, qui évoque la perte d'autonomie, la soumission psychologique. Pour beaucoup, ces soupçons paraissaient exagérés. Pour Obispo, ils étaient l'évidence d'une manipulation lente et insidieuse. Il se souvenait du Johnny libre, du rebelle qui décidait seul, du frère de cœur qui riait sans calcul, et il voyait désormais un homme affaibli, encerclé, isolé par ceux qui prétendaient le protéger. C'est cette transformation-là qui lui a brisé le cœur, non pas la mort de Johnny, mais sa disparition progressive bien avant le dernier souffle. Ce sentiment d'impuissance s'est transformé en colère contenue. Pascal a longtemps choisi le silence, par loyauté, par respect pour l'homme qu'il admirait. Mais le silence, parfois, devient une prison. À mesure que la lumière s'éteignait autour de Johnny, celle d'Obispo se teintait d'amertume. Car derrière l'éviction artistique se cachait un drame humain, celui d'un ami qui voit son frère sombrer dans une bulle où plus rien n'est vrai, où tout est dicté par d'autres. L'année 2017 marque un tournant tragique. Johnny Hallyday est malade, atteint d'un cancer qui affaiblit lentement le géant du rock. Dans cette période d'incertitude et de douleur, Pascal tente de reprendre contact. Il envoie des messages, des mots simples, pleins de tendresse, mais les réponses qu'il reçoit lui paraissent étranges. Ce n'est pas lui qui écrit, pense-t-il. Les phrases manquent de cette chaleur brute, de cette maladresse tendre propre à Johnny. C'est comme si quelqu'un répondait à sa place. L'idée lui glace le sang. L'homme libre, celui qui décidait toujours seul, serait-il devenu prisonnier? Peu à peu, Obispo comprend que quelque chose cloche. Autour du chanteur s'est formé un cercle fermé, un système de protection si étroit qu'il devient une cage. Les amis de toujours, les collaborateurs de confiance, tous sont écartés. On ne passe plus que par l'entourage. Le contact direct est devenu impossible. Et pour Pascal, cet éloignement n'est pas seulement professionnel, c'est une amputation du cœur. Johnny ne voulait pas de pitié, il voulait de la vérité, dira Théil plus tard. Mais la vérité, elle, s'éteint derrière des rideaux fermés. C'est dans ces mois d'ombre que naît ce mot terrible qu'Obispo emploiera des années plus tard, gouroutiser. Un mot fort, presque religieux, qui suggère une emprise psychologique. Selon lui, Johnny aurait été manipulé, isolé, influencé, jusque dans ses décisions les plus intimes. Il ne choisissait plus, confiera T. Derrière cette accusation, il y a la douleur d'un ami qui reconnaît à peine celui qu'il a aimé comme un frère. Le rebelle, l'insoumis, l'homme des excès et de la liberté, était devenu docile, contrôlé, peut être même dépossédé de lui-même. Les confidences de Pascal révèlent une détresse silencieuse.
celle d'un artiste qui voit la lumière s'éteindre dans les yeux d'un autre. Il ne cherche pas le scandale, il veut comprendre comment un homme aussi fort a pu être réduit au silence, comment la flamme qu'il avait lui-même allumée s'est transformée en veilleuse. Dans ces mots, on sent la tristesse d'un témoin impuissant. Johnny méritait de partir libre, pas enfermé dans le mensonge. Ce drame humain dépasse le cadre d'un simple désaccord. Il expose le mécanisme cruel du contrôle dans le monde des légendes, quand la gloire attire les vautours, quand l'amour devient gestion, et quand la solitude se déguise en entourage. Pour Obispo, le silence de Johnny n'était pas un choix, c'était une victoire du mensonge sur la loyauté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il parle non pas pour raviver la douleur, mais pour libérer la vérité. Puis vient le moment où les silences éclatent, remplacés par des mots tranchants. Pascal Obispo, jusque-là mesuré, laisse enfin tomber le masque. En juin 2025, il prononce une phrase qui résonne comme une détonation. Laetitia, une pseudo-compagne. Le terme est choisi, pesé, presque chirurgical. Il ne s'agit pas d'une insulte, mais d'une remise en question frontale de la légitimité même de la femme, qui a partagé la vie de Johnny. Obispo n'attaque pas par rancune, il attaque par mémoire, celle d'un homme qui a vu, entendu, compris trop de choses pour se taire davantage. Ce qu'il révèle ensuite glace, des repas familiaux tendus, des paroles cinglantes lancées comme des coups. Il raconte ses dîners où Laetitia, devant témoin, aurait évoqué l'héritage de Johnny avec une légèreté déplacée, des phrases qui résonnaient comme des jugements « Ils n'ont besoin de rien », parlant de David et Laura. Obispo s'en souvient avec une précision douloureuse. Ces mots, dit-il, ont fissuré la famille avant même la mort du rocker. Ce n'était pas seulement une guerre d'argent, mais une guerre d'âme. Autour de cette table, la tension était palpable. Johnny, parfois, se murait dans le silence, mal à l'aise. Il aimait ses enfants, tout le monde le savait. David, son fils aîné, était sa fierté, son alter ego. Laura, sa fille, incarnait la douceur qu'il avait rarement trouvée ailleurs, et pourtant ces liens se sont distendus, étouffés par un climat toxique. Obispo n'était pas le seul à le voir. D'autres proches, d'autres amis, avaient remarqué le changement. Mais lui, contrairement aux autres, a décidé de parler. Selon lui, cette division n'est pas née du hasard. Elle faisait partie d'une stratégie subtile, isoler Johnny, couper ses repères, transformer son entourage en forteresse. En d'autres termes, préparer le terrain pour que le testament, rédigé plus tard, ne puisse être contesté. Ce que Pascal dénonce, ce n'est pas seulement une femme ou un clan, c'est une mécanique d'influence où la loyauté a été trahie au nom du contrôle. Johnny n'aurait jamais voulu cela, répète-t-il. Ces mots, durs mais mesurés, ne cherchent pas la vengeance, ils cherchent la réhabilitation d'une vérité salie. Dans son esprit, défendre David et Laura, c'est défendre l'homme qu'était Johnny, pas la statue médiatique. Une vraie compagne aurait rassemblé, pas divisé. Cette phrase, lancée avec une gravité calme, résume tout. Derrière la colère, il y a une blessure, celle d'un témoin direct d'un délit moral, la destruction méthodique d'une famille sous couvert d'amour. Après la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, le choc n'a pas seulement été national, il a été intime pour ceux qui l'avaient vraiment connu. Pour Pascal Obispo, c'était la perte d'un frère, d'un complice, d'un homme qu'il respectait profondément, mais cette douleur s'est rapidement muée en colère silencieuse lorsqu'il a découvert l'ampleur de la bataille juridique qui suivait. Le testament américain, rédigé en Californie, excluait complètement David et Laura Hallyday. Tout l'héritage revenait à Laetitia et à ses 2 filles adoptives. Un geste impensable pour quiconque connaissait Johnny. Et Pascal, lui, n'y croyait pas une seule seconde. Johnny n'aurait jamais déshérité ses enfants, répétait-il. Il connaissait le rocker mieux que beaucoup. Il se souvenait de ses mots, de ses regards, pleins de fierté lorsqu'il parlait de David, de la tendresse pudique qu'il avait pour Laura. L'idée qu'il ait pu signer un tel document en toute conscience lui paraissait absurde. Selon Pascal, Johnny n'était plus lui-même, épuisé par la maladie, entouré d'influences hostiles, soumis à une pression constante. Ce testament, dit-il, n'était pas un acte d'amour, mais un acte de contrôle. Pendant des années, David et Laura se sont battus. Pascal les a soutenus sans jamais faiblir. On est obligé de choisir son camp quand on a du bon sens, confiera-t-il. Et il a choisi celui de la loyauté, celui des enfants,
celui de la vérité. Il leur a tendu la main, publiquement, allant jusqu'à inclure Laura dans un clip hommage à Johnny, Appelle-moi Johnny, en 2022. Laetitia, elle, n'y apparaissait pas. Ce n'était pas un oubli, mais un manifeste silencieux. Ce geste symbolique disait tout, son amitié n'allait plus du côté du pouvoir, mais de celui de la mémoire fidèle. Ce choix, il savait qu'il le paierait. Les médias ont relayé ses propos, parfois les ont déformés, certains l'ont traité d'aigri, d'autres d'opportuniste, mais Pascal s'en moquait. Je dors la conscience tranquille, athée, il déclarait. Son combat n'était pas celui d'un homme blessé dans son ego, mais celui d'un témoin qui refuse que l'histoire soit falsifiée. Pour lui, défendre la vérité sur Johnny, c'est prolonger sa lumière, refuser que sa mémoire soit déformée par la manipulation. Aujourd'hui, à 60 ans, il parle sans peur, non pour se venger, mais pour réparer. Dans sa voix résonne encore la mélodie du respect, celle qu'il avait pour Johnny, celle qu'il veut rendre à David et Laura. Ceux qui trahissent la vérité peuvent gagner du temps, mais jamais le cœur des hommes. Une phrase qui sonne comme une conclusion, mais qui, pour Obispo, n'est qu'un début, celui d'une reconquête de la mémoire. À 60 ans, Pascal Obispo brise, enfin, le silence sur les années d'amitié et de trahison autour de Johnny Hallyday. Il raconte la naissance d'un duo mythique, puis l'éviction progressive orchestrée par un entourage manipulateur. Témoin d'une dérive qu'il juge inquiétante, Obispo dénonce l'isolement du rocker et l'emprise qu'aurait exercée Laetitia, jusqu'à la guerre d'héritage qui a déchiré la famille. Fidèle à sa vérité, il choisit le camp de David et Laura, au nom de la loyauté et de la mémoire. Ce récit n'est pas une vengeance, c'est un acte de fidélité ultime.